premier grand enseignement pour nous, c'est ce qu'on a appelé les limites de la mutualisation. On parle beaucoup maintenant de réduire l'espace de vie personnelle et puis de mettre en partage. On avait déjà fait un constat dans l'enquête, une grande enquête sur le logement social qui avait accompagné aussi la naissance de Philogie. Si on pose la question aux gens dans le logement social, 50% trouvent que c'est bien d'avoir une salle commune, 50% trouvent que ça sert à rien. Et on a vu quand les salles communes arrivent dans du logement social, elles sont souvent fermées parce que le concierge n'est pas formé, il y a des conflits. Donc du coup, si on réfléchit à la mutualisation de manière plus large, il faut comprendre effectivement comment elle est portée par des accompagnements pour gérer les conflits, mais aussi peut-être comment ces espaces communs sont utilisés. Donc il y a tout un savoir sur la mutualisation qui nous manque. Et donc on ne peut pas simplement faire un rêve de mise en commun en disant voilà, l'espace en commun est substituable à l'espace qu'on enlève du privé, parce que ça ne marche pas comme ça. Et c'est comme dans une colocation, vous avez peut-être connu ça, il y a des personnes qui restent terrées dans leur chambre parce qu'ils n'arrivent même pas à utiliser une cuisine à trois. Et donc voilà, c'est cette question-là qui nous paraît essentielle et qu'on va mettre dans un cahier de charge ou dans un projet d'architecture. Un deuxième enseignement aussi qu'on peut tirer de la recherche, c'est le concept de densité fluctuante, puisque dans les débats architecture, on parle beaucoup de densité comme si c'était une valeur absolue, un objectif en soi d'ailleurs, mais quand on regarde avec attention ce qui se passe dans les logements, on voit que la densité, au contraire, elle est fluctuante. Donc on héberge des amis le week-end, on a des allées et venues des enfants chez les couples divorcés. On vit parfois entre deux logements en cours de la semaine quand le travail oscille entre deux positions géographiques. Et l'autre constat aussi surprenant qu'on a fait autour de ces questions de densité, c'est qu'au final, la famille nucléaire, c'est la forme de ménage la plus dense. Et alors qu'elle est justement en déclin, elle représente plus que 30% environ de la population suisse aujourd'hui, quand c'était plutôt 50% de familles nucléaires dans les années 70. Et cette densité plus élevée des familles nucléaires, elle s'explique de plusieurs façons. Par le fait que dans les cohabitations non familiales, donc on a une sous-occupation plus forte, et d'autre part parce que ces familles non nucléaires, elles ont des besoins en termes d'intimité. Donc par exemple multiplier les salles de bain, multiplier les seuils, etc. Et que tout ça, ça consomme de l'espace. Et donc cet enseignement, il a des conséquences typologiques très directes, et donc nous, on invite plutôt les architectes à réfléchir simultanément à ces deux choses, le côté fluctuant des logements, pouvoir absorber des variations biographiques, et la gestion de l'intimité, qui est en fait une question de densité. Ce qui découle de ce que vient de dire Capucine, c'est que la plasticité du logement devient un enjeu important, en lien avec aussi les rythmes, des fluctuations. Et cette plasticité, elle doit devenir un vrai projet collectif. C'est-à-dire que le troisième point qui nous a semblé vraiment important à souligner, c'est qu'on gère souvent les problèmes de taille ou de prix par la mobilité résidentielle. Mais comment on fait évoluer nos immeubles ou nos logements, non pas en pariant sur la capacité de bricolage ou les moyens de chaque individu, comme la rénovation énergétique. C'est un projet collectif qui doit être une véritable politique sociale de la rénovation énergétique. Il y a une véritable politique sociale de la modularité. Et donc il y a vraiment un travail là de réenchâssement de l'intelligence architecturale, typologique, du travail de transformation et de la prise en charge financière et sociale.